Bonjour, donc je vous remercie. Je tiens tout d'abord à remercier l'association UNAFAM de m'avoir sollicité pour participer à cette journée sur le thème de la stigmatisation et des façons d'y échapper. Et comme ça a été introduit, je vais essayer de vous présenter des éléments de réflexion à partir de mes travaux anthropologiques au sein des associations et en particulier des groupes d'entraide mutuelle. Alors j'introduis mon propos avec une anecdote qui remonte à 2005-2006. Vous voyez que ça fait quand même un petit bout de temps que je suis dans les groupes d'entraide mutuelle. Et à cette époque, je me rendais régulièrement dans un des premiers groupes d'entraide mutuelle de la région PACA, dans le cadre de mon master. Et un jour, je croise une adhérente habituée des lieux, et je lui propose de se joindre à moi pour assister à un colloque scientifique sur la déstigmatisation des troubles psychiques, un colloque qui s'était passé à Nice. Elle me regarde, rit et me dit « Mais qu'est-ce que je vais faire dans une réunion sur la déstigmatisation alors que je suis la première à rire de celles et ceux qui ont des troubles psychiques ?» J'étais étonné. Cette remarque peut étonner, voire déranger, sous-entendant que les personnes stigmatisées produisent à leur tour de la stigmatisation envers d'autres. Une deuxième lecture peut porter cette fois sur ce que font les acteurs associatifs pour lutter à leur manière contre la stigmatisation. En guise de préambule, je souhaite expliciter le cadre théorique dans lequel nous nous déplacerons, et je sais qu'il y a des éléments qui ont déjà été présentés ce matin. Mais pour cette présentation, je m'appuie principalement sur le travail d'Erving Goffman, et plus particulièrement son livre « Stigmates, les usages sociaux des handicaps », et excusez-moi, en gardant à l'esprit l'intérêt et la pertinence des travaux comme ceux de Howard Baker, d'Harold Karfingeld, de Robert Edgerton ou plus récemment de Mia Winans, qui ont critiqué mais aussi complété la lecture goffmanienne. Pour fermer cette introduction, je ferai juste une parenthèse sur la traduction qui a été faite du livre de Goffman. C'est-à-dire que vous voyez que le sous-titre est « Les usages sociaux des handicaps », alors que le titre original est « Notes of the Management of Spoiled Identity », qui rend compte que l'auteur n'étudiait pas uniquement la situation de handicap ou la situation de maladie, mais l'ensemble des situations pouvant déstabiliser l'identité des individus, quels qu'ils soient. Je pense que ça, c'est une dimension qui est assez importante et que je voudrais approfondir. Alors, Goffman, sociologue américain, a fait du stigmate un concept scientifique en le définissant d'abord comme un attribut qui jette un discrédit profond sur l'identité de la personne. Mais sa lecture, elle est avant tout sociale et relationnelle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un processus, non d'un état, non d'une caractéristique fixe d'un individu. Le stigmate se caractérise donc dans la relation par l'écart entre ce que l'on se représente d'un individu dit normal, entre guillemets, c'est le stéréotype, et ce qu'une personne, dans une situation déterminée, donne à voir ou à entendre. En somme, être caractérisé de stigmatisé consiste à voir son identité, au cours d'une relation, réduite à un seul attribut négatif en question. Goffman montre que ces attributs prennent des formes différentes. Elles peuvent être liées à une différence physique ou corporelle. Elles peuvent être liées à un comportement, passé ou présent, ou liées à une appartenance à un groupe religieux, culturel, politique. Il apparaît aussi que le degré de disqualification varie dans le temps et dans l'espace et donc lié à la situation. De même, Goffman distingue la personne discréditée, c'est-à-dire pour qui l'attribut est visible directement par autrui, de la personne discréditable, c'est-à-dire pour lequel l'attribut peut être dissimulé, caché. Dans le cas des maladies psychiques, la personne pourra être discréditable du moment que les troubles ne s'expriment pas publiquement. Le diagnostic, un séjour en psychiatrie, des médicaments, une reconnaissance adulte handicapé sont des attributs discréditables qui peuvent donc être plus ou moins bien cachés en fonction de la situation. Mais attention, la dimension discréditable, c'est-à-dire la possibilité de cacher, peut aussi faire ressurgir la stigmatisation différemment. C'est l'exemple d'un adhérent, d'un GEM, qui expliquait avoir des angoisses arrivées en caisse de supermarché. Et, je vais m'emmêler les crayons, et qui n'arrivait pas à emprunter la caisse réservée aux personnes en situation de handicap, car l'invisibilité physique de sa difficulté, l'angoisse, associée à la carte d'invalidité, risquait de lui valoir des regards encore plus suspects. Donc pris au piège entre je passe une caisse et je suis angoissé, je passe à une caisse où je dois représenter. Donc, étant donné le thème du colloque, je me permets de dévoiler la solution que ce monsieur a trouvée, c'est-à-dire qu'à savoir, à chaque fois qu'il passait à la caisse, en fait, il s'est mis à faire semblant de boiter afin de n'éveiller aucun soupçon à son passage à la caisse, jouant ainsi sur les représentations sociales du handicap. Tout le monde était content, il boitait, il peut passer à la caisse, aucun problème. Angoisse résolue.
Donc, Goffman envisage la stigmatisation comme un processus dynamique dans lequel les acteurs normaux, comme stigmatisés, essaient de perturber le moins possible l'ordre de l'interaction. Cela passe par le contrôle de l'information afin d'essayer de garder la face, de protéger l'autre et de maîtriser les impressions. Ainsi, Goffman montre comment il est demandé aux personnes disqualifiées d'accepter ce rôle de stigmatisé, on l'a vu, c'est l'auto-stigmatisation, de comprendre celui des normaux et de faire en sorte de se rapprocher au mieux, sans y arriver complètement, au mieux des normes. Ce qui est important, c'est que Goffman montre que la personne stigmatisée emploie les mêmes stratégies relationnelles que les dits normaux. Et inversement, les dits normaux utilisent les mêmes stratégies relationnelles que les stigmatisés. Donc il utilise le terme de déviant normal pour montrer que stigmatisé et normal ne sont pas des catégories d'individus, mais des points de vue, des relations, des rôles qui concernent tout le monde et qui vont fluctuer plus ou moins fréquemment. Je cite: je me permets de répéter, ça c'est Goffman, que la notion de stigmate implique moins l'existence d'un ensemble d'individus concrets séparables en deux colonnes, les stigmatisés et les normaux, que l'action d'un processus social omniprésent qui amène tout un chacun à tenir les deux rôles, au moins sous certains rapports et dans certaines phases de sa vie. Le normal et le stigmatisé ne sont pas des personnes, mais des points de vue. Et ces points de vue sont socialement produits lors des contacts mixtes. Contacts mixtes, donc des personnes a priori dites normales, versus des personnes dites a priori stigmatisées. Alors on note que Goffman a principalement travaillé sur ces relations mixtes, et nous, ce qu'on va regarder là, ensemble, dans le temps qui me reste, c'est les relations entre pairs. Qu'est-ce qui se passe quand les relations sont entre pairs? Donc, dans les associations comme dans les GEM, il existe plusieurs moments spécifiques, allant du groupe de parole à la pause cigarette, au cours desquels les participants peuvent plus ou moins formellement discuter, échanger de leur expérience. La possibilité d'identifier des expériences plus ou moins communes produit, selon les adhérents, une nouvelle manière de se considérer et de considérer l'autre. Il ne s'agit plus de se percevoir comme différent ou de considérer qu'autrui puisse les juger comme différents, mais de se considérer comme eux, tout du moins comme ceux présents dans le GEM. Un adhérent confiait ce partage d'expérience. Au début, ça rassure. Maintenant, je sais que les expériences sont similaires. J'ai passé suffisamment de temps à l'hôpital pour voir un peu comment les gens réagissent. Je sais maintenant qu'il y a beaucoup de ressemblances dans nos délires. Ce processus d'appartenance modifie la valeur accordée aux attributs stigmatisants. L'expérience des troubles psychiques, les diagnostics, les médicaments deviennent des supports de lien social, d'identification à autrui. Ces catégories stigmatisées permettent de développer ce que Paul Rabinow, anthropologue, qualifie de biosocialité, c'est-à-dire de nouvelles formes d'association, de relations, sur la base de partages caractéristiques biologiques, psychologiques ou de catégories définies par la médecine. Mais ce processus d'appartenance, on peut renforcer encore l'effet produit sur la stigmatisation, cette fois en effaçant entre pairs le sens accordé habituellement au fait même d'être malade. Et là, je cite une personne d'un GEM qui me disait « De toute façon, dans le GEM, on ne peut plus jouer aux malades entre malades ». Et l'expression m'avait particulièrement intéressé, et en fait, on remarque que c'est un autre élément dans le processus d'appartenance, c'est effectivement le fait que plusieurs adhérents considèrent, et rejoignent cette phrase, que les relations entre pairs finissent par neutraliser ce qu'ils considèrent comme étant leur rôle de malade, qui a du sens, en fait, dans les relations mixtes, principalement. Le partage d'expériences communes peut faire écran à une représentation de soi comme malade et déplace, en fait, les attributs, non plus sur la maladie ou sur le médicament, mais sur la personnalité, sur les compétences professionnelles, sur le cadre familial, les hobbies, etc. On le voit particulièrement dans ces fameux nouveaux rôles qu'on attribue ou que j'espère les usagers vont prendre en main, comme les rôles d'animateurs usagers dans les GEM, comme les médiateurs santé-pairs à l'hôpital, comme les patients intervenants en éducation thérapeutique, qui ont tendance à être pensés du point de vue extérieur comme devant être centrés sur l'expérience de la maladie, qui serait le cœur du métier. Mais les personnes directement concernées considèrent qu'entre pairs, l'expérience de la maladie, elle est donnée, elle est partagée et elle est déjà diffuse entre tous. Et donc ne suffit pas pour tenir ces rôles qui dépendraient aussi, pour elles, des capacités d'orateur, des capacités relationnelles, des connaissances théoriques de la maladie, des expériences professionnelles, etc. Au-delà de ces rôles spécifiques, lorsqu'ils sont mis en commun, les attributs distinctifs, les attributs stigmatisants, quand ils sont mis en commun, ils font support de lien
mais par effet de banalisation, ne suffisent pas aux relations entre pairs et au travail identitaire de chacun. En somme, entre pairs, la maladie et les traitements deviennent des sujets parmi d'autres. Et donc ne sont pas nécessairement le cœur de l'échange. Les adhérents des GEM, comme ceux des associations, partagent plus qu'un diagnostic. Ils partagent l'expérience sociale de la maladie. Par conséquent, leur relation repose aussi sur l'échange de pratiques et de techniques pour savoir comment se sortir des difficultés de la stigmatisation. Et ça rejoint un petit peu ce qui a été évoqué juste avant, sauf que c'est complètement informel à ce moment-là. Des groupes de discussion informels se créent parfois au sujet de la vie amoureuse, au sujet du travail, au sujet des activités quotidiennes. Et chacun explique ses techniques, ce qui marche, ce qui échoue. Les gens rient, comparent, critiquent, retiennent, imitent, voilà. Et j'ai assisté au cours de toutes les années passées dans les associations de discussions comme ça informelles qui se créent. Par exemple, j'ai assisté au partage de techniques pour éviter de devoir se présenter comme malade mental ou comme bénéficiaire d'une allocation. Et les discussions fusaient, les questions se posaient. Mieux vaut-il se présenter comme un chômeur, comme bénéficiaire du RSA? Mieux vaut-il trouver des subtilités pour éviter à se présenter professionnellement? Quelles sont les stratégies pour éviter de parler? Vous savez, quand on se présente classiquement, c'est pas stigmatisant, mais c'est dans les règles sociales, c'est « Bonjour, tu t'appelles comment? Et tu fais quoi dans la vie ?» Ah. Mais est-ce qu'on enlève complètement cette question? Donc, en fait, ce que les usagers essayent, c'est de trouver une manière de bifurquer, de trouver des solutions. Et dans l'une de ces discussions, donc on était entre hommes et on discutait de comment draguer des filles. Et pendant toutes ces discussions, tout le monde donnait des stratégies très différentes. Et il y a un petit monsieur qui n'a pas pris la parole de l'heure et qui, au dernier moment, décide de prendre la parole et dit « Moi, j'ai la solution ». Alors tous les autres, vas-y, raconte. Comment on fait? Et là, il dit « Dans 2 ans », alors non, ce qu'il dit, il dit, excusez-moi, moi, j'attends 2 ans pour faire la démarche de rencontrer quelqu'un. Alors tout le monde s'étonne, il dit, mais pourquoi 2 ans? Pourquoi? Et là, très sûr de lui, il dit, parce que dans 2 ans, j'ai 60 ans, et je pourrais enfin me présenter comme retraité, et non plus comme personne handicapée. Alors, c'est un rire, j'espère, à la fois drôle, mais en même temps qui pose question, quoi, qui met mal à l'aise. Parce que le choix de ce monsieur révèle le poids du stigmate sur sa vie, d'accord? Et la façon dont il s'approprie, la façon dont l'auto-stigmatisation est extrêmement puissante. Mais il ne faut pas sous-estimer la stratégie qu'il a choisie et à laquelle il croit. Et voilà, c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Alors, comme le développe Howard Baker au sujet de la déviance, ces temps de rencontres entre pairs produisent de la socialisation, et en particulier à partir d'un travail de rationalisation des attributs stigmatisants. L'humour est une technique pour rationaliser les expériences stigmatisantes. Celui développé par les adhérents d'associations ou des GEM, repose en partie sur un comique d'aversion. Ce qu'on appelle un comique d'aversion, c'est-à-dire jouer le rôle d'un individu qui se moque des malades, qui se moque des troubles psychiques, qui va caricaturer le rôle du psychiatre, qui va caricaturer le rôle de la famille, etc. En jouant et en riant de situations stigmatisantes, les adhérents se montrent mutuellement une certaine complicité et une mise à distance vis-à-vis des représentations négatives. Comme l'explique le sociologue Jean Péneff, l'humour est un outil pour remettre en cause l'ordre établi. On a fait l'expérience tout à l'heure. Les adhérents dénoncent les situations stigmatisantes et s'en écartent dans un jeu de rôle qui prend la forme d'apprentissage informel sur les manières de se comporter, de réagir en situation de stigmatisation. Et pour anecdote, pour toute personne des GEM présente, cette forme d'humour est parfois, même très souvent, utilisée par les membres des groupes d'entraide mutuelle pour déstabiliser les animateurs salariés qui sont là pour dire que la maladie reste entre parenthèses, il ne faut pas, vous êtes des personnes. Et là, dans un souci de provocation, les adhérents qui font « Non, non, moi je suis schizophrène », ça ne passe pas. Et surtout aussi, ça sert aussi à dénoncer des pratiques parfois jugées paternalistes des animateurs ou des membres de la structure. Alors, certains usagers critiquent les théories du stigmate en leur reprochant de les avoir décrits comme des victimes passives et de méconnaître leur capacité à agir. La notion de stigmate n'empêche pas les personnes de résister aux désignations stigmatisantes. Donc ça répond en fait à ce qu'on a pu entendre tout à l'heure, c'est-à-dire que
l'argument que je vais essayer de vous proposer, c'est que ce n'est pas une question de mots, en somme. Une catégorie comme handicapé, dépressif, schizophrène n'apporte pas en elle-même considération ou discrédit. Son effet stigmatisant naît de la situation d'énonciation. Les catégories nosologiques, schizophrène, bipolaire, dépressif, et du sens commun, fou, taré, débile, dingue, peuvent tout autant être des supports de stigmatisation que des réponses à la normativité. Par exemple, certaines associations d'usagers considèrent leur expérience en termes de formes de vie différentes. On peut évoquer la neurodiversité dans le domaine de l'autisme ou encore le mouvement des entendeurs de voix en psychiatrie. En termes goffmaniens, ces associations constituent alors un milieu dans lequel les participants peuvent passer d'une situation de stigmatisation à une situation de stigmaphilie, comme je cite Goffman, c'est-à-dire la possibilité de se réapproprier de manière positive des caractéristiques étiquetées négativement par les dits normaux. On pense aussi à l'utilisation régulière des surnoms, tels que les fous, les tarés, les bipos, les schizos, qui, on a vu, n'étaient pas bien dans le journal. Que se réapproprient les membres, par contre, des associations, pour revendiquer leur identité et signifier une reprise de pouvoir exercée sur cette terminologie stigmatisante. Un exemple est l'observation, je suis désolé vraiment pour les animateurs de GEM, hein, je leur mets un petit peu, voilà, je stigmatise un petit peu. Un exemple est l'observation d'animateurs qui étaient généralement rappelés à l'ordre s'ils tentaient d'utiliser à leur tour ces termes de bipo ou de schizo, alors que les usagers directement se rebellaient en disant hey, « tu ne parles pas comme ça, ces mots-là c'est les nôtres ». Et par tentative de socialisation, c'était « Hé, les gars, les bipos !» Ah non, 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 nous, on peut utiliser ce terme-là, pas toi. Et donc, il y a une volonté aussi de revendiquer une identité. Au niveau interassociatif, on peut aussi se référer à la Mad Pride, qui vise, comme l'a initié plusieurs décennies auparavant le mouvement gay, à renverser la disqualification en support collectif et identitaire. Alors, avant de conclure, ça marche pas. Ah pardon, j'ai pas appuyé sur le bouton. Avant de conclure, je voudrais revenir sur le consensus au sujet des effets positifs attribués aux relations entre pairs. Partager des expériences communes faciliterait les interactions, l'ouverture d'esprit, le respect, l'égalité, l'empathie. Je cite, « C'est plus facile de parler quand ils sont entre eux, ils ont moins peur quand ils sont ensemble, ils se comprennent ». Ces différents éléments s'observent dans le milieu associatif et participent effectivement à contourner certains éléments de la stigmatisation, j'ai essayé de l'illustrer tout à l'heure. Mais ces relations ne s'y limitent pas. Il serait tout autant stigmatisant de réduire ces interactions entre pairs, à un simple échange d'expériences anesthésiant tout autre comportement humain, positif comme négatif. Goffman évoque la hiérarchisation toujours possible dans un groupe de personnes stigmatisées. Dans les espaces associatifs entre pairs, je parle plutôt de mise à distance, possible entre adhérents, reposant parfois sur un comparatif entre le fait d'être dans la maladie, d'être stabilisé, ou presque normal. Cette différenciation est très présente dans les relations entre pairs. La possibilité de se sentir moins malade que, plus stabilisé que, moins en forme que, est un type de relation que partagent les adhérents, aussi bien à travers de l'empathie, de l'humour et parfois de la moquerie. Ce dernier élément est essentiel, car il ne s'agit pas d'une simple reproduction de représentations stigmatisantes véhiculées par la société, c'est-à-dire l'autostigmatisation. J'insiste sur la nuance. Il s'agit de l'élaboration interne de nouvelles normalités, qui reposent, à la différence des relations mixtes, sur des expériences et des savoirs expérientiels partagés. Les personnes qui réalisent ces différences, qui se différencient des autres, se justifient toujours pour leur propre expérience de la maladie et surtout par une position de plus normale relative à la situation, rappelant que dans un autre contexte, ce sont eux qui sont vus comme des anormaux. Et deuxièmement, qu'ils peuvent à tout moment, je cite, retomber dans la maladie. Donc avec une approche très relativisée de ces positions normales stigmatisées. Cette construction hiérarchisée de la personne au sein du groupe de pairs peut renvoyer à l'analyse du stigmate de Goffman, établissant le stigmatisé et le normal comme étant les deux faces d'une même personne, quelle qu'elle soit. Au cours des interactions quotidiennes, l'individu peut se considérer malade par rapport à un animateur, mais peut simultanément se considérer normal par rapport à un pair. Et ça va aussi pour n'importe quelle personne dans sa vie quotidienne. La spécificité de la différenciation produite entre pairs, c'est qu'elle repose sur la compréhension de l'autre et rend compte de sa relativité liée au contexte d'énonciation. Cette présentation visait d'abord à montrer l'apport de la sociologie
pour appréhender la stigmatisation comme une relation, et donc comme un phénomène qui peut être manipulé, négocié, voire retourné. L'idée forte que je vous soumets est de pouvoir considérer que la stigmatisation n'est pas spécifique à une catégorie de personnes, qu'elle concerne plus ou moins fortement tout un chacun. Cette perspective permet à la fois de prendre en compte les actions de déstigmatisation menées par les usagers, mais aussi de se sensibiliser à la fragilité de celles et ceux qui se présentent comme normaux, tout du moins le temps de l'interaction. La stigmatisation, le regard de l'autre, le comportement disqualifiant d'autrui est une dimension systématiquement soulevée par les usagers comme par les proches et les professionnels. L'ensemble de ces acteurs, ainsi que les chercheurs en sciences sociales, partagent l'idée que cette relation impacte négativement la vie quotidienne des individus. Ce que nous rappellent les personnes directement concernées, c'est qu'elles développent entre elles des stratégies de défense en s'appuyant en partie sur des attributs stigmatisants pour produire leur propre identité. Les associations sont des espaces au sein desquels des stratégies de déstigmatisation individuelles et collectives s'élaborent, se diffusent. Si la stigmatisation et ses méthodes de lutte ne se limitent pas aux relations en face à face, dans l'interaction, et peuvent être abordées d'un point de vue structurel ou d'un point de vue institutionnel, il ne faut pas oublier ou méconnaître le travail réalisé par celles et ceux qui tous les jours créent des situations alternatives. Pour conclure, je dirais que l'ensemble des acteurs doivent pouvoir être sensibilisés aux effets négatifs de la stigmatisation, mais qu'une démarche de déstigmatisation, parmi d'autres, serait aussi de reconnaître et mieux valoriser les capacités informelles mais quotidiennes d'adaptation, de relation, de création des premiers concernés. Je vous remercie.